Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo qui concernera cette fois-ci la deuxième partie du jour du troisième module, en l'occurrence le dernier jour d'un condamné de son écrivain Victor Hugo. Nous allons continuer l'analyse de l'œuvre. Cette fois-ci, nous allons attaquer donc la deuxième partie qui se compose de deux tableaux en fait, le second et le dernier tableau. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir également une partie réservée à l'activité de langue et pour finir, vous aurez, chers élèves, une activité de production écrite. Pour les objectifs que vous allez essayer d'atteindre, chers élèves, sont les suivants. 1. Comprendre les grands moments de la deuxième et la troisième partie du roman, allant du chapitre numéro 22 au chapitre numéro 49. La deuxième partie, bien sûr, commence au chapitre numéro 22 et se termine au chapitre numéro 47. Les deux derniers chapitres constituent le dernier tableau du roman. 2. Évaluer la compréhension, cette fois-ci globale, du roman. Et enfin, comme j'ai déjà signalé au début, vous allez produire un texte argumentatif autour du thème central du roman, à savoir la peine capitale. Pour simplifier, pour le deuxième tableau, le narrateur va être transféré de Bicêtre à une autre prison, c'est la conciergerie. Le titre qu'on peut donner à ce troisième tableau, c'est la préparation à l'exécution. Une fois le narrateur est transféré à la conciergerie, on le prépare pour être exécuté enfin sur la place de grève. Les grands moments ou événements qui ont marqué ce deuxième tableau sont les suivants. Tout d'abord, le narrateur condamné, une fois dans la conciergerie, cette fois-ci, il va loger avec un autre condamné à mort, un vieux scélérat en réalité. Lorsque le narrateur va lui demander son nom, ce dernier, c'est-à-dire le vieux scélérat, le vieux condamné à mort, va lui dire « je suis un frioche ». Il lui a parlé en argot, en jargon, connu tout seulement par les condamnés à mort. Ce dernier va raconter l'histoire de sang qui a marqué la vie de son père et la sienne également. Ce vieux scélérat va finir par s'emparer de la redingote du narrateur condamné en contrepartie de sa veste infâme, sordide et sale. Le narrateur enragé a demandé d'être tout seul dans une autre cellule. Son souhait va être exaucé, accepté enfin, et c'est l'occasion pour notre narrateur condamné de regagner son passe-temps, l'écriture. Après vient un autre événement qui a beaucoup marqué le narrateur, c'est la visite du prêtre, d'un aumônier qui n'a fait que répéter machinalement tout ce qu'il a écrit sur le papier. Ce dernier était bel et bien impassible, il n'a rien ressenti, il n'a rien extraverti envers le narrateur, ni pitié, ni compassion, ni aide morale aux condamnés à mort. Après vient un autre événement, cette fois-ci comique,
c'est l'épisode du gendarme un petit peu fou, farfelu, qui va demander au narrateur, avant, ou plutôt après sa mort, de lui apporter 3 numéros gagnants à la loterie. Le narrateur va essayer de tirer profit de cette demande bizarre par demander à ce gendarme farfelu d'échanger leurs vêtements, moyen pour notre héros de prendre la fuite. Or, le gendarme, à la fin, va dire au narrateur condamné qu'il doit tout d'abord mourir avant de revenir lui apporter les 3 numéros gagnants. Et comme le narrateur a pensé à la fuite, à la vie, il va être un petit peu rempli d'espoir, l'espoir d'être gracié par le roi Charles X. Or, la visite de sa fille Marie, fillette de 3 ans, qui ne l'a pas reconnue, lorsqu'il lui a dit qui est ton père, il va lui dire qu'il est mort. Ces propos de sa fille Marie vont le jeter tout droit dans un désespoir sans fond. Le narrateur n'a voulu plus rien, puisque la dernière fibre en lui est brisée. Il espérait même être exécuté sur le champ. Il pensait déjà à la foule enthousiaste autour de l'échafaud, avec ses crédiennes, à l'attente du sang qui coulera de la tête du condamné à mort. Le narrateur, en pensant à cette scène sanglante, cuisante, sordide, va être pris par un bouleversement énorme. Consumé, décontenancé, il ne savait plus quoi faire. Ainsi finit le 2e tableau. Passons maintenant au dernier tableau du roman. Le narrateur va être transporté, cette fois-ci, à une chambre de l'hôtel de ville, lieu où se trouve une place pour l'exécution, la place de grève, où on plantait l'échafaud qui contenait la guillotine, l'outil de l'exécution des condamnés à mort. Dans la chambre de l'hôtel de ville, le narrateur condamné va subir son dernier préparatif à l'exécution. C'est la coupe de ses cheveux. Lorsqu'un jeune journaliste va demander au bourreau comment appelle-t-on la coupe des cheveux du condamné à mort juste avant son exécution, ce dernier va lui répondre la toilette du condamné. Le narrateur, personnage principal condamné à mort, va être emmené après à la place de grève et à 4 heures sonne sa fin, l'heure de l'exécution. Victor Hugo n'a pas décrit l'exécution du narrateur parce que ce qui importe pour lui, c'est finalement d'attirer la pitié et la compassion des gens, de son lecteur, et surtout des juges, quant à la vie morale du condamné à mort. C'est pour cela déjà qu'il n'a pas donné un nom à son héros.
pour que le lecteur ne se compatit pas automatiquement avec un personnage qui se nomme, bien qu'il se nommerait, pour ainsi dire, Jacques, Frédéric ou Julien, mais pour s'identifier, se compatir, avoir de la pitié, de la passion envers tous les condamnés à mort. C'est la manière de Victor Hugo de contribuer à l'abrogation, à l'abolition de la peine capitale. Passons maintenant, chers élèves, au point de style, aux activités de langue. Inévitable lorsqu'on travaille le dernier jour d'un condamné. Je parle précisément des figures de style. Commençons par la comparaison. Pour vous simplifier, la comparaison, c'est une figure d'analogie qui permet au locuteur de l'énonciateur de rapprocher une idée par emprunter de la nature, de quelque chose qui détient de nature cette caractéristique-là. Je vous donne un exemple. Ahmed est fort comme un lion. On sait tous que le lion de nature est un animal fort. C'est un animal qui a du pouvoir sur tous les animaux. C'est lui qui s'accapare de la grande part dans la forêt. Donc, pour rapprocher cette idée de pouvoir et de force au lecteur, cette fois-ci nous parlons de quelqu'un qui s'appelle Ahmed, qui est aussi fort, ayant aussi du pouvoir de l'ascendant sur ses pairs, sur les autres. On va dire qu'Ahmed est fort comme un lion. Les éléments de la comparaison sont les suivants. Là, le comparé, comme dans cet exemple, c'est Ahmed. Le comparant, le lion. Le type de comparaison, bien le comparatif, c'est comme. Identifier cette figure dans un texte littéraire est très facile du fait que le comparatif, ou bien l'outil de comparaison, est toujours explicite dans les énoncés qui contiennent la comparaison, comme, tel, pareil à, semblable à, passé pour, on dirait, avec le verbe dire, on dirait, on ne dit également. Je parle ici de ce qu'on appelle la comparaison figurative. Chers élèves, n'oubliez pas également un autre type de la comparaison qu'on appelle la comparaison simple, avec plus que pour exprimer la supériorité, moins que pour exprimer l'infériorité, aussi que pour exprimer l'égalité. On l'appelle également une comparaison. Voici un exemple, bien entendu, de la comparaison figurative. Image. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Charles Baudelaire, Fleur du mal, l'Albatros. Charles Baudelaire a comparé ici le poète au prince des nuées, c'est-à-dire à l'Albatros, vu dans les airs, dans le ciel, vu dans sa majesté, dans sa grandeur. Telle est l'image que Charles Baudelaire a voulu nous approcher par assimiler cette image et l'accorder au poète. Le poète qui s'élève, qui s'éloigne de la vie,
des inouïs de la vie, de l'ici-bas, de ces préoccupations terre-à-terre prosaïques pour atteindre l'idéal par le moyen de la poésie et de la correspondance avec les éléments de l'idéal. Le comparatif ici est c'est semblable à. Donc toujours la comparaison est facile à identifier. Passons maintenant à la métaphore. La métaphore est une comparaison cette fois-ci sans outil de comparaison. C'est un rapprochement plus fort. Revenons à l'exemple que je viens de vous donner avec la comparaison. Ahmed est fort comme un lion. Donc pour rapprocher d'une façon maintenant intense entre les deux éléments, on va dire Ahmed est un lion. Je parle bien sûr ici d'un rapprochement fort. Même je peux dire ce lion est respecté par tout le monde. Je parle bien entendu ici de Ahmed plutôt, et non pas du lion. Voilà. Alors donc lorsqu'on a une comparaison sans outil de comparaison pour créer un rapprochement plus frappant, plus fort, je parle de la métaphore. Et toujours c'est le même principe, j'emprunte d'un animal, d'un lieu, d'un élément de la nature, quelque chose qui lui est inhérent. Voilà. Elle est belle comme une rose, par exemple. Cette rose, la rose est connue par la beauté. La beauté est inhérente à la rose. Donc pour rapprocher l'idée de la beauté, je peux dire c'est une rose. Voyons l'exemple tiré du roman réaliste de Honoré de Balzac, Le Père Goriot. Mais Paris est un véritable océan. J'utilisais la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Alors Honoré de Balzac ici a fait rapprocher entre l'océan et Paris. L'océan, on sait bien que l'élément inhérent, corrélé, lié ipso facto, automatiquement à l'océan, c'est la grandeur, c'est la profondeur. C'est difficile de déceler toutes les richesses, toutes les profondeurs de l'océan. Ainsi est Paris, difficile à connaître ses secrets également. La gradation. La gradation, c'est une figure d'énumération, c'est une figure d'insistance pour vous faciliter la compréhension de cette figure du style. Sachez, chers élèves, que dans la gradation, on doit garder un sens, une trajectoire qu'on doit suivre dans notre expression. Soit on va augmentant ou diminuant dans l'expression d'un sentiment, dans le volume, temps ou autre. Alors voici un exemple pour illustrer ceci, tiré de Le Cid, pièce de théâtre de Pierre Corneille, pour la situation de communication, d'énonciation ici, c'est un père qui demande à son fils, qui s'appelle Rodrigue, d'aller venger le père de sa bien-aimée, Chimène. Alors le père de Rodrigue, après être giflé par le père de sa fiancée, de sa bien-aimée, donc pour sauver sa face, la face de la famille, l'honneur de la famille, il va demander à son fils ceci: va, cours, vole, et nous venge. Alors vous allez remarquer, chers élèves, qu'on a ici une gradation, une ascension, une montée dans l'expression, dans l'action. Va, c'est le verbe aller, puis courir. Alors on a passé à un autre degré, plus haut, si vous voulez bien, une autre proportion dans l'expression. Vol, alors enfin c'est voler. Alors il a demandé à son fils de voler même, pour exprimer la rapidité, la consistance
de cette requête, de cette demande. Alors il lui demande avec insistance d'aller le venger son père et sauver la face, l'honneur de sa famille. L'accumulation, qu'on appelle dans les examens régionaux les répétitions, énumération, cette fois-ci, ressemble un petit peu à la gradation, mais la seule différence, c'est que dans la gradation, donc, on garde un ordre bien précis pour exprimer justement le sentiment ou autre. Dans la répétition, l'énumération, l'accumulation, c'est le fait tout simplement d'accumuler tout un ensemble de mots appartenant à un champ sémantique lexical donné. L'ordre n'est pas important ici. Alors, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot. Voilà, égaux dans les légendes des siècles. Alors, la place de ces mots employés ici par égaux n'est pas important. Juste, c'est leur accumulation, énumération, répétition de ce champ lexical qui crée enfin cette image. Voici, chers élèves, maintenant une évaluation que vous devriez faire, des questions de compréhension portant sur la deuxième partie, le deuxième et troisième tableau du roman. Voilà, alors chaque fois vous aurez le temps pour arrêter la vidéo bien sûr et transcrire les questions sur vos cahiers et d'y répondre à tête reposée. Donc pour gagner du temps, on va passer à la production écrite. Il faut que ce soit visible les questions. Alors 15 questions de compréhension, 5 questions pour les figures de style que je viens de vous expliquer. Ça fait 20 points. Passons maintenant à la production écrite. Le sujet que je vous propose est le suivant. Le sujet de la peine de mort suscite encore bien de débats chez nous. Les réfractaires, c'est-à-dire les opposants de cette peine, trouvent dans cette peine une atteinte au droit à la vie. Or, ces défenseurs y trouvent un acte qui rend justice aussi bien à la victime qu'à sa famille. Alors, chers élèves, personnellement, êtes-vous de quel avis? Vous allez rédiger bien sûr un texte argumentatif avec des arguments pertinents et des exemples précis. Alors, l'introduction, alors vous savez bien que la production d'un texte argumentatif se fait en trois parties, l'introduction, développement, conclusion, avec des alinéas et des blancs typographiques, c'est-à-dire après l'introduction, on saute la ligne pour marquer ce passage, ce blanc typographique, et de même lorsqu'on passe du développement à la conclusion. Voilà. Alors, l'introduction, soit vous allez reformuler le sujet, soit vous allez donner une définition de la peine de mort. Vous allez après poser une question. C'est très important également ce point. Lorsque vous allez passer au développement, automatiquement vous devriez, chers élèves, penser au type de raisonnement que vous allez adopter pour donner à votre produit, à votre production écrite, la cohérence, pour qu'il soit cohérent, compris par le correcteur. Donc, vous devriez choisir un plan. Au lycée, on travaille avec essentiellement avec deux plans. Le plan déductif, le plus simple, on commence par, donc on parle ici du développement, d'accord? Alors dans le développement, si vous adoptez le plan déductif, vous allez commencer par présenter votre point de vue, puis vous allez le justifier par des arguments, des exemples, avant d'arriver à la conclusion. Si vous choisissez le plan dialectique qu'on choisit parfois lorsqu'on a dans le sujet deux idées opposées, voilà, alors on peut ici adopter le plan dialectique hérité du philosophe allemand Hegel. Thèse, antithèse, synthèse. Vous allez commencer au début par présenter votre point de vue, ici soit le point de vue des réfractaires ou bien des défenseurs. Donc, vous n'êtes pas appelé si vous adoptez le plan dialectique à employer le je, mais il avec S ici,
Puis, l'antithèse, vous allez présenter l'idée inverse. Vous allez commencer cette partie avec des expressions d'opposition, avec une expression d'opposition, une seule, cependant, toutefois, néanmoins, or, mais, etc. Enfin, vous allez choisir une position, une position au détriment d'une autre. Vous pouvez nuancer, vous pouvez dépasser, par exemple, ici, il y a ceux qui sont pour la peine de mort, d'autres qui sont contre, mais si vous voulez dépasser, vous pouvez proposer autre chose, une autre solution. Voilà. Et vous allez passer enfin à la conclusion. Dans la conclusion, vous êtes invité à faire un rappel de l'essentiel des idées avancées dans le développement et enfin l'ouverture. Soit une question d'ouverture, vous allez bifurquer, ouvrir votre sujet sur d'autres domaines, philosophie, sociologie, psychologie ou autre. Vous pouvez finir avec une petite réflexion personnelle et une projection sur le futur ou tout simplement finir par donner un conseil. Voilà, bon courage chers élèves et merci.